reprendre un exposé qui a été interrompu, pour quelques raisons, concernant la question de la reconstitution du passé, qui d'ailleurs était un sujet de Café Philo dont j'ai parlé hier dans un autre café qui est le Bistrot Saint-Antoine. Et ça avait été d'ailleurs un débat tout à fait intéressant, beaucoup plus intéressant que celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Peut-on connaître le passé? Alors j'ai commencé à exposer ce thème, je crois, donc dans une vidéo précédente que j'ai associée à celle-là. Celle-là est la deuxième partie. C'est-à-dire comment fait-on pour reconstituer le passé, pour revenir au passé. Alors, le point sur lequel j'insiste spécialement, c'est la question, et ça à mon avis c'est une révolution copernicienne, c'est la question de ne plus considérer le passé comme éclairant le présent, mais plutôt désormais le présent comme éclairant le passé. Car, c'est une démarche qui est tout à fait celle des scientifiques. Les scientifiques étudient l'univers aujourd'hui et ils peuvent reconstituer le passé. Ils ne peuvent pas partir du passé. Parce que le passé, ils n'ont pas accès. Ils n'y ont accès que par le biais du présent. En supposant que le passé est à l'image du présent. Ce qui est probablement le cas. Là, il y a une affinité avec le présent. On ne parle pas du futur. On a un autre problème. Et le présent, c'est ce que nous connaissons. En astrologie, par exemple, déterminer ce qu'est l'astrologie, ce qu'elle doit être, ce qu'elle a été, c'est déjà décrire l'astrologie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il faut bien me comprendre. Je n'ai pas dit que la pratique astrologique actuelle devait être suivie pour comprendre le passé. Non, j'ai dit qu'il fallait explorer et décrypter ce savoir tel que nous le connaissons aujourd'hui pour saisir à l'intérieur du savoir qui nous est donné, pour saisir les états antérieurs à ce savoir, et peut-être même l'état originel de ce savoir, la structure initiale du savoir. Il faut la dégager de ce qui nous est parvenu, mais néanmoins, qu'on la dégage, certes, mais on la dégage du présent. Donc je ne dis pas qu'il faut plaquer le présent sur le passé, mais il faut dégager le passé du présent. C'est pas pareil. Alors, c'est un exercice que j'ai toujours pratiqué depuis l'éternité. Depuis la fin des années 60, probablement avant, qui consiste à détecter des anomalies et en conclure que il s'était produit quelque chose de perturbateur dans le passé. Pour expliquer ces anomalies, et donc on voit bien que le texte présent, le savoir au présent, est porteur de tous les traumatismes, de toutes les perturbations qui ont pu l'affecter parce que, sauf, à mon avis ça pourrait être impossible, parce que le passé ne peut pas être effacé. Il ne peut pas être effacé, donc il est dans le présent. Et donc à partir du présent, je peux retrouver le passé.
le cas de l'astrologie, mais pas uniquement, dans le cas aussi, par exemple, des questions d'alphabet, j'avais signalé en 1976, donc les pour l'astrologie, donc ça date pas d'hier, ça date d'il y a quand même 38 ans, exactement, par le printemps 76, que l'alphabet hébraïque, par exemple, l'ordre des lettres de l'alphabet hébraïque ne correspondait pas aux commentaires du Sefer Yetzira, du livre de la création, sur cet alphabet. Autrement dit, le texte du Sefer Yetzira commentait un alphabet qui n'avait pas la forme de l'alphabet que nous connaissons. Voilà, un simple exemple, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais je veux dire que quand il y a des mismatchs comme ça, des bizarreries, des incohérences, eh bien, c'est extrêmement productif, puisque justement, toutes les incohérences nous renseignent sur le passé. Et plus on collecte d'incohérences, plus on va pouvoir affiner notre analyse du passé, parce qu'il va falloir trouver un modèle, un pattern, qui rend compte de l'ensemble de ces incohérences. Et donc, si je n'ai qu'un seul point de repère, j'aurai l'embarras du choix pour continuer le passé, mais si j'ai une dizaine ou une vingtaine de repères, là, ce passé, il va prendre une forme beaucoup plus précise. Dans le cas de Nostradamus, c'est la même chose, mais je pourrais bien affiner les cas. Dans le cas de la tétrabible aussi. Il faut être à l'affût des étrangetés, des choses qui ne tiennent pas debout, des récits qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas vraisemblables. Si le vrai n'est pas toujours vraisemblable, comme dirait l'autre. Et à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là que le présent nous ouvre la porte, la voie du passé. Un présent que nous aurons, bien évidemment, analysé, observé, contrôlé, et chaque fois que nous serons butés sur une invraisemblance, sur une incohérence, eh bien, cela nous renseignera sur le passé. C'est vrai aussi dans le comportement d'une personne, si elle réagit de manière un peu étrange, eh bien, c'est que ça renvoie au passé. C'est son passé qui nous explique son présent. Mais son passé, je ne le connais que par ce présent que j'observe. Donc c'est bien le présent qui est porteur d'un passé que je vais accoucher et que je vais pouvoir projeter effectivement dans le passé. Dans la tétrabible de Ptolémée, il y a des commentateurs qui sont totalement passés à côté des anomalies. Et qui donc par conséquent n'ont pas été en mesure de chronologiser, de diachroniser le texte de la tétrabible en constatant que on avait pu arriver au texte tel qu'il est dans la tétrabible que par un certain nombre de manipulations, de transformations, d'ajustements antérieurs. Même si, et c'est un point essentiel, même si je n'en ai pas la preuve. Parce que pour moi, la preuve, elle est effectivement dans cette observation. Je n'ai pas besoin d'autre preuve que cela. Une preuve, je dirais, structurelle. Une preuve synchronique. Il va de soi que c'est comme ça que ça s'est passé. S'il y a un acte de symétrie, puisque c'est de ça dont il s'agit, au livre 1, dans les chapitres traitant les domiciles, traitant les incantations, cet acte de symétrie ne coïncide plus avec l'acte des solstices et des équinoxes, c'est qu'il y a eu un bousculement.
je ne dis pas que la présomption a provoqué ça, je dis que, au nom de la présomption d'équinoxe, certains commentateurs ont jugé bon de modifier le texte pour le rendre en compatibilité avec ce qu'ils pensaient devoir être fait et proposé. C'est pas la présomption d'équinoxe elle-même qui l'a modifié, le texte. Il a été modifié au nom de cette observation, de ce principe qu'on a mis en avant à tort ou à raison. Alors, je dois reconnaître que moi-même, j'ai mis quand même énormément de temps, je m'en fais compte plus de 40 ans, pour réagir face à cette bizarrerie de l'acte de symétrie décalé. J'ai honte de cela, mais je disais, oui, bon, effectivement, il y a le soleil et la lune qui se suivent en début de l'été, juste après donc le solstice d'été. Et puis il y a le soleil et la lune qui se suivent au début du printemps en exaltation, juste après le début du printemps, et c'est très bien comme ça. Ben non, non. Car dans le cas des doubles domiciles, on voit bien que autour de l'axe soleil-lune, il y a les deux positions de Mercure, les deux positions de Vénus, les deux positions de Mars, les deux positions de Jupiter, les deux positions de Saturne. C'est dans la symétrie. Alors, est-ce qu'on peut admettre que on ait installé le Soleil et la Lune qui sont de valeurs opposées, lune solaire, lune lunaire, lune nocturne, lune diurne, lune nocturne, qu'on les a installés tous les deux autour de dans la même saison. Il est clair qu'ils se font vis-à-vis de l'autre, d'un côté et de l'autre du fleuve, si on peut dire, qui est le solstice ou qui est l'équinoxe, la ligne équinoxiale ou la ligne solsticiale. Eh bien non, c'est resté comme ça, voilà. On n'avait pas fait le rapprochement parce qu'on n'avait pas encore une suffisante exigence intellectuelle. Voilà, on avait laissé passer en disant oui, bon, pourquoi pas. Donc cette exigence intellectuelle est évidemment, ce qu'on appelle un esprit critique, cette exigence intellectuelle est évidemment la qualité principale de celui qui veut appréhender le passé à partir du présent. Maintenant, passons à Nostradamus. J'en ai parlé longuement, mais il n'y a pas eu tellement de vidéos sur ce sujet. Là encore, on va nous dire, mais est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez? Vous avez la preuve? Est-ce que vous avez la preuve qu'à un moment donné, les domiciles étaient bien entre le Gémeaux et le Cancer, et non pas entre le Cancer et le Lion? Vous avez trouvé un document dans ce sens. Je n'ai pas besoin d'avoir ce document. Le passé, c'est le passé. Ce qu'on en retient en dehors de ce qui nous est parvenu et qui est au présent. Le passé du passé ne m'intéresse pas. Ce qui est resté à une époque X du passé ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et qui est beaucoup plus complet au niveau des couches, au niveau du contenu, que ce qui en est resté à telle époque. C'est pareil, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça. Pour Nostradamus, c'est pareil. Je dis qu'il n'y a pas eu, alors c'est un peu compliqué, je dis d'une part qu'il n'y a pas eu telle et telle édition. Alors, on connaît ces éditions, mais moi je dis que ce sont des faux. Alors, donc, on vous dit que vous n'avez pas la preuve que ce sont des faux. Moi j'ai la preuve intellectuelle, la preuve logique que ce sont des faux. La logique, c'est tout simplement qu'après, il y a des éditions qui sont beaucoup moins développées, qui sont en chantier, qui sont en construction, et qu'il n'y a aucune raison que des éditions en construction fassent suite à des éditions qui sont totalement complètes et achevées.
question de bon sens, de toute façon, c'est essentiellement une question de bon sens. Donc, que vous me disiez qu'on n'a pas trouvé de déclaration officielle qu'on avait fabriqué des faux, et moi, bon, de toute façon. De même, quand je dis que probablement parmi les premières éditions, eh bien, il en manque de celles qui ont été conservées, eh bien voilà, j'ai des raisons de le penser. J'ai des raisons, je raisonne, j'ai des raisons de penser. À partir du présent, il y a suffisamment d'éléments qui me font dire me font reconstituer le passé et constater qu'effectivement, les premières éditions ne nous sont pas, les Anturies ne nous sont pas conservées. De la même façon, si je dis qu'il y a un certain nombre de quatrains qui ont été élaborés à partir de prose, texte en prose Nostradamus, voilà, je constate, j'observe. Non, on peut toujours dire oui, mais ça n'a pas été suffisamment affirmé à l'époque, les gens ne l'ont pas reconnu, etc. On a donc ce genre de discussion avec des personnes qui ne sont pas de bons historiens, qui sont tout simplement bons à collecter des données anciennes. C'est pas inintéressant les données anciennes, n'est-ce pas? On peut à un moment donné toujours recouper avec nos déductions faites à partir du présent. Que le passé que nous déduisons par rapport au présent viennent recouper partiellement, puisque les données anciennes sont partielles, partiellement les éléments d'époque. Donc, pourquoi pas? Mais ça ne va pas plus loin. Un autre exemple. J'écris que pour moi le taureau et l'aigle correspondent au printemps, respectivement à l'automne et au printemps. C'est le premier tétramorphe. On me dit non, le taureau c'est un signe de printemps et l'aigle est un rapport avec le scorpion qui est un signe d'automne. Vous vous trompez. Comme si on allait m'apprendre, on n'est pas encore une fois au jardin d'enfants. Il ne s'agit pas de se tromper parce qu'on ne répète pas le catéchisme en vigueur. Hein, il faut être un petit peu respectueux des recherches des gens. Mais il y a des arguments qui plaident complètement en faveur de cette idée-là. Même si on ne retrouve pas un signe du taureau qui correspondrait à l'automne, ça veut dire que j'ai tort. C'est simplement que cette étape-là, elle n'a pas été confirmée, c'est tout. Mais mon bon sens, mon observation des structures me fait conclure de façon définitive que c'est comme ça. De même, je dis, ce qui symbolise le printemps au niveau du symbolisme zodiacal, ce n'est pas le bélier, ce n'est pas le taureau, c'est l'aigle. Là aussi, pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, comme l'aigle et le taureau sont des animaux qui sont totalement opposés par nature, hein, le taureau il a les pieds sur terre, il a les pattes sur terre, il est lourd, il pèse des tonnes, et l'aigle il est léger, il a des griffes, et il a des ailes surtout. Donc, le printemps, c'est le moment où les choses poussent. Hein, donc pousser, c'est voler, c'est s'envoler. Le printemps, c'est quand on voit les choses c'est la lumière, donc on voit plus au loin, on a des horizons plus ouverts, qui est exactement ce qui est offert à l'aigle, à l'oiseau. Il y a un reversement, l'automne, c'est un moment où, où on va tuer les animaux pour se réchauffer, pour les faire cuire, parce que le temps se refroidit, et parce que ce n'est plus le temps des fruits. Les fruits qui en revanche sont froids, sont frais, pour nous rafraîchir face à un temps qui est trop chaud.
Donc il y a des dialectiques comme ça qui sont extrêmement simples et qu'il faut respecter. Moi, je sais que dans Mathématiques divinatoires, qui est un ensemble assez, qui est par exemple 83, donc il y a 30 ans, qui essaie de repenser, de reconstituer les structures des savoirs qui nous sont parvenus, mais qui ne sont pas forcément parvenus dans leur pureté, dans leur cohérence initiale et structurelle. Eh bien, certaines personnes m'ont reproché ma naïveté et mon côté un peu primitif par rapport à des savoirs que je me permettais de corriger parce que je ne voulais pas entrer dans une exégèse un petit peu sophistiquée et tarabiscotée pour justifier les incohérences. Parce que ça aussi, c'est le grand danger, hein, c'est de mettre de l'assaut au lieu de dire il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, et donc le passé a dû être marqué par ce genre de stigmate, eh bien on se contente d'un commentaire pour expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. L'exégèse, c'est aussi un moyen d'enrayer ce processus de reconstitution du passé.